Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go! Mais à travers son regard, je réussis à voir la beauté et la grâce, la puissance. Bienvenue dans cet épisode de PCA Podcast. Aujourd'hui, on va accueillir Vanessa. Comment vas-tu, Vanessa? Bonjour Axel, ça va bien, merci. La fameuse question, comme d'habitude, ça ne change pas par rapport à toutes les saisons. Qui es-tu? Vanessa Kishnin, guadeloupéenne, et j'ai envie de dire dans le monde culinaire. Moi, j'aime bien le Guadeloupéen, l'insiste. Parle-nous un peu de ta scolarité. Alors Axel, j'ai quitté la Guadeloupe en 2004. Je suis partie au Canada. J'avais le schéma inverse, c'est-à-dire je pars pas à Paris, mais je pars au Canada. Bon, effectivement, ma sœur était déjà présente là-bas. Tout simplement rejoint, et c'est un pays que j'avais visité pour les vacances et j'avais beaucoup aimé. Et je voulais voir autre chose, et aussi le fait d'avoir plusieurs communautés à un endroit, et c'est un pays, un grand pays, même si froid, mais j'ai eu une belle expérience. Donc je suis partie au Canada, j'ai étudié en anglais, en communication, j'ai même fait de l'expression théâtrale parce que j'étais très timide et je voulais vraiment essayer de prendre la parole en public sans problème, et ça a été un bel enrichissement. Donc, puis après, je suis partie sur Paris pour poursuivre mes études, toujours en intégrant une école de commerce et en allant jusqu'au master en commerce international. Ok, master 1, 2. Master 2, jusqu'au master 2. Bac plus 5. Voilà, tout à fait. Mais en alternance, donc j'ai allié l'école et l'entreprise. Ok. Et tu l'as réussi? Eh bien, avec de la persévérance et avec un objectif en tête, on y arrive. Non, mais félicitations. Merci. Autre chose, on va rentrer dans ton parcours de vie. Et je pense que, comme tu as parlé du Canada et même de Paris, je pense que dans ton parcours de vie, on en reviendra. Mais ton premier job, on va dire, tu as été hôtesse d'accueil. Oui, en effet. Alors, j'ai travaillé toujours au Canada, à l'aéroport Pierre-Elliott Trudeau à Montréal, où je promotionnais le hockey canadien. Alors, dans un duty-free, je travaillais donc avec une agence, et bon, évidemment, les horaires, c'était très tôt le matin. Il fallait se réveiller à 3 heures du matin, mais c'était une belle expérience parce que j'aime ça, le contact avec les clients, de pouvoir justement référencer, promotionner des produits. C'est quelque chose qui me plaît, qui me parle. Mais pour c'est le hockey. Le hockey canadien, ben, c'est complètement fou, hein. Et pourtant, j'avais des contacts clients avec des Haïtiens. On parlait créole, des Latinos, donc on parlait un petit peu espagnol, un petit peu anglais. Et c'était de belles rencontres. Et puis, de pouvoir me dire guadeloupéenne, promotionner les produits du hockey canadien, c'est quand même un challenge. Non, totalement. Et tu suivais pas le hockey en Guadeloupe? Pas du tout. Ben, je n'avais même pas l'existence de l'équipe de Go Habs Go du Canada. Mais une fois là-bas, ben, je me suis intéressée, je regardais de temps en temps. Ah là, c'est tout un phénomène là-bas, hein. C'est comme le foot, hein, en France. Ici. Oui. Parce Voilà. que eux, le foot, ils sont pas très foot. Non. Ils sont très NBA. En fait, Toronto Exactement. est très NBA. Oui. Les États-Unis sont très NBA. Et là-bas, ils sont très hockey. Après, c'est ça aussi la beauté de chaque pays, c'est que chaque pays a sa religion. Exactement. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le foot en France, wow. C'est quelque chose. Ah oui, vraie religion, même. Vraie religion. On le voit surtout les jours où il y a des matchs importants. Ah là, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui vont avec leurs femmes. Non, mais les tranquilles. Il faut les laisser tranquilles à ce moment-là. C'est totalement ça. Et si l'équipe a perdu, là, par contre, Ouais, là. c'est mauvaise humeur. Mais ils auront besoin de réconfort. C'est vrai. Ensuite, tu as été animatrice commerciale. Je pense que c'est toujours un peu. Oui, alors toujours travailler avec des agences, notamment l'agence Strada Marketing, où là, je promotionnais les produits d'une gamme de cosmétiques à Paris. Donc, en faisant aussi également du street marketing.
Donc tout ça m'a permis justement de m'améliorer, d'aborder le client, de convaincre le Quand tu client. dis street marketing, c'est que tu es dans la Ah rue. oui, complètement, Axel, complètement. Alors, pas avoir peur de distribuer des produits, d'aller De se vers le prendre des client, vents. oui, de se prendre des vents, comme tu dis. Et j'ai été même jusqu'à proposer des produits auto-bronzants. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'était aussi un défi parce que moi, ben déjà de couleur, il m'a dit bon, ben on va proposer. Ben vous voyez, si vous adoptez ce produit, vous allez avoir ma couleur. Mais non, c'était de belles expériences. Assistante export, ça Oui, consiste en quoi? assistante export. Alors, c'était dans la première année de mon master en commerce international, donc tout à fait en cohérence. Donc, j'ai travaillé pour le coup pour des Malgaches basés sur Paris, qui avaient donc l'entreprise de société, une société d'import-export où ils importaient des produits, que ce soit dans le sanitaire, dans l'alimentaire, dans voilà un certain nombre de produits. Donc, j'avais un rôle central parce qu'il fallait préparer les documents de douane, les différents bons de livraison, parce que si on n'y fait pas attention, ben la marchandise ne peut pas être réceptionnée. Donc avec tout ce qui est incoterm, et j'en suis donc qui fait partie donc du monde de l'import-export. Donc belle expérience aussi qui m'a permis aussi de poursuivre ma pratique de l'anglais, parce que j'avais des contacts avec Dubaï, j'avais des contacts notamment avec l'Afrique, euh, voilà. Donc, Sachant qu'en France, en plus, il y a pas beaucoup de normes. C'est un pays où il y a très peu de papiers, donc j'imagine que c'était très facile. Bon, vous avez compris que c'était une blague. Commercial à Métis et puis relais colis. Comment ça s'est passé ces deux expériences? Alors Métis, mais toujours, j'avais pas envie de me limiter dans une seule entreprise, me dire bon, j'ai 5 ans à faire, donc d'aller jusqu'à mon master 2. J'avais pas envie de me limiter. Je me suis dit il faut que je vois le fonctionnement de différentes entreprises. Donc en fonction des opportunités, j'ai pris les opportunités qui se présentaient à moi. J'ai été les chercher aussi, évidemment. Mais Métis, c'était une entreprise pas d'import-export, pardon, de société d'informatique. Donc tout ce qui était business intelligence, on proposait des solutions, des logiciels, que ce soit pour accompagner le service RH, le service financier. Donc là, c'était vraiment, on va dire, 90% du job, c'était d'aller démarcher. Donc, beaucoup de prospection téléphonique, convaincre les différents groupes de choisir nos solutions, mais aussi placer différents consultants pour justement, soit en forfait, soit en régie, en tout cas pour intégrer les logiciels au sein de la société, pour aller vers l'efficacité dans le travail au quotidien. Donc ça, c'était vraiment purement commercial, donc démarcher les groupes, convaincre, me prendre des vents aussi, souvent au téléphone. Et du coup, j'étais contente parce que j'ai réussi à convaincre un certain nombre de groupes et d'aller au rendez-vous. Donc ça, je l'ai fait pendant 1 an. Et après, j'ai intégré la société Relais Colis, qui est enseignement, c'était le pôle logistique de la Redoute. Redoute à l'époque, situé dans le nord de la France. Et pareil, là, c'était aussi des marchés, mais pour le coup, je m'occupais de la partie web marchand. Donc, c'est aller chercher les différents web marchands pour leur proposer la solution logistique de transport relais colis. Alors, qu'est-ce que c'est relais colis? C'est vraiment les points relais. C'est-à-dire que tu vas sur le site d'un site e-commerce, peu importe prêt-à-porter, cosmétique et autres. Tu commandes tes produits et tu te fais livrer dans les points relais. Donc, le relais colis. Donc ça, c'était vraiment pouvoir convaincre les différents web marchands de choisir notre solution de transport, de logistique. Et ça aussi, c'était super intéressant. Non, mais j'imagine parce que quand tu parles d'aller chercher le client, tout ça, ce qui est bien, c'est que vu que tu avais déjà l'habitude de faire en gros les petites mains, comme tu dis, d'aller dans la rue, de prospecter, de faire tout ça, mais après, on va dire prospecter dans de meilleures conditions où tu as déjà un produit un peu plus intéressant à vendre. Oui. Ben, c'est encore mieux. C'est mieux. Enfin, je pense que Relais Colis, c'est plus facile à vendre que des crèmes Ça dépend. On peut tout vendre. Quand on est commercial, on peut tout vendre. Normalement. Oui, on doit c'est savoir ça. tout vendre. Exactement. Et il faut pas avoir peur de commencer petit et évoluer. Parce que justement, quand on commence à la première étape, ça nous permet de nous améliorer. Parce que forcément, tu auras loupé quelque chose si tu veux aller tout en haut et que tu n'apprends pas les bases. Donc, il faut acquérir les bases et ensuite évoluer. Donc, moi, j'avais pas peur d'aller dans la rue, des marchés, mais je pense que c'est un problème d'époque, de société,
société actuelle, c'est que je pense que tout le monde veut tout de suite Mm. et que on comprend pas que parfois il faut commencer bas. Et Tout à fait. on a parlé de ça en off, le mot step by step. Et Exactement. c'est pour ça que j'aime beaucoup cette expression qu'ils utilisent là-bas. Tu as fait business developer? Oui, alors Ça dans la consiste en quoi? continuité, alors business developer, tout simplement, c'est ingénieur commercial, tout simplement, hein, simplement le mot en anglais qui change, mais c'est comme cela que ma mission était appelée parce que on était dans un environnement anglophone. Pixmania, ça a été créé par les frères Rosenblum et ça a été la première plateforme avant Amazon à proposer donc aux clients en ligne un service de marketplace, donc qui s'appelait Pixplace à l'époque. Eh bien, j'étais en charge de non seulement référencer les différents web marchands, donc c'était un peu la quantité des relais colis parce que j'avais déjà les contacts avec les web marchands, mais là il fallait aller démarcher des web marchands en Europe et du coup, ben forcément, la maîtrise de l'anglais m'a aidé à aller chercher des web marchands, que ce soit dans la téléphonie, dans la périculture, dans le jardin. Enfin voilà, j'avais en charge différents secteurs d'activité, mais ce qui me rapportait le plus, c'était la téléphonie. Évidemment, donc les dernières marques de téléphone, on va dire, on va pas faire la pub, mais dernières marques de téléphone, ben, j'avais des objectifs qui étaient dont j'arrivais à atteindre quand même 300 000 euros par semaine. C'est pas rien. Total. Et donc, c'était un gros challenge parce qu'il fallait référencer le produit, avoir le stock, être en lien avec le web marchand. Quand il y avait des ventes en ligne, il fallait faire en sorte qu'il y ait toujours du stock, que les clients soient contents et avoir le meilleur prix du marché, surtout face aux concurrents. Donc, et puis, donc, je travaillais, mes collègues, c'était des Italiens, c'était des Belges, des Espagnols, des Africains. Enfin, moi, j'aime me retrouver dans ces environnements-là parce qu'on a à apprendre de l'autre et on a des cultures différentes, on a cet état d'esprit, on est ouvert, on sait que ce que les autres nous apportent, ben, c'est forcément un plus parce que voilà, on découvre, on est curieux et chacun pour moi a quelque chose à apporter à l'entreprise et à se sentir ben, tout simplement épanoui dans ce qu'on fait. Voilà. Tu es retourné commercial chez les frères Lozea? Alors les frères Lozea, oui. Donc une fois que j'ai quitté Pixmania, parce qu'on a fait le tour, hein, et puis Pixmania a été dépassé par le grand géant américain Amazon. Donc l'entreprise. Comme beaucoup de choses, oui. Dailymotion, qui était Exactement. un précurseur, Tout à fait. qui fait dépasser par YouTube. Tout à Enfin, fait. par Google. Oui. Non, parce que Google, c'est YouTube. Donc, Exactement. Et donc, du coup, bah, ils étaient obligés de réduire les effectifs. Hein. Aujourd'hui, Pixmania existe, mais vraiment à petite échelle. Du coup, ben, j'ai eu l'opportunité, en fait, par des contacts, aussi par mon réseau. Monsieur Sabin, que je remercie, qui m'a mis en contact avec les frères Lozea. Monsieur Sabin, qui est martiniquais, qui a travaillé beaucoup en Martinique, qui a voyagé beaucoup d'ailleurs, qui a été à Mayotte et qui est revenu sur Paris. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur parce que c'est quelqu'un qui a une vision de nos îles. Il croit dans le potentiel de chaque Antillais. Et donc, il m'a mis en contact avec Monsieur Lozea, Thierry Lozea, avec qui le contact s'est fait tout de suite. Il a compris ce que je voulais lui apporter par rapport aussi à mes expériences. Mais le défi, c'était de référencer la gamme des frères Lozea, donc les chocolats Lozea, caribéens, parce que avec des alliances de chocolat, piment, voilà, il fallait convaincre déjà les Parisiens, donc que ce soit dans les épiceries fines, les comités de direction, aller vendre, faire des animations continuellement, proposer au comité d'entreprise, donc faire connaître vraiment la gamme des fleurs Lozea sur la France hexagonale, mais aussi en Europe. Donc là aussi, c'est référencer le produit, convaincre, parce qu'on est quand même sur un produit de luxe. C'est vrai que quand on parle de chocolat, ben, ils s'imaginent pas quand dans la Caraïbe, on fait du chocolat. C'est plutôt tenu par les Belges ou autres. Mais pourtant, on a un vrai savoir-faire. Et je pense aussi en Guadeloupe, on a quelques personnes aussi qui font un gros travail sur notre chocolat. Et on a de bons produits, donc de bonnes saveurs. Il y a, c'est pas le musée du chocolat. La maison du cacao. La maison du cacao. Oui, très bon chocolat.
à fait, à Pointe-Noire. maintenant. Ouais. Donc, c'est pas mal. Oui, non, il faut continuer, il faut continuer. On a de bons produits, donc il n'y a pas de raison. Et donc, je travaille 1 an avec les Frères Louséa, mais avant ça, j'ai quand même monté ma structure de saveur, de chef à domicile Ça, et traiteur. on en Ouais, parlera c'était après. avant. Ça, Ouais. on en parlera après. Mais ensuite, là, tu as posé tranquille en Oui. Guadeloupe. Enfin, un peu plus de 3 ans chez René. Comment ça s'est Oui, passé? alors quand je reviens, donc évidemment, je finis avec les Frères Louséa parce que je devais rentrer en Guadeloupe. C'était dans mes objectifs, en tout cas. Et je me pose la question. Le défi, c'est est-ce que je lance tout de suite quelque chose avec mon père ou je travaille au sein d'une entreprise guadeloupéenne? Je me suis posé la question. On m'a posé la question aussi et j'ai dit non. Il faut que je fasse d'abord ce travail-là parce que je n'avais jamais travaillé en Guadeloupe. Et pour moi, c'était essentiel de commencer à comprendre, en tout cas, le fonctionnement ici, parce qu'on a une vraie mentalité. Hein. Il y a vraiment un état d'esprit guadeloupéen. Et il fallait que je passe par là pour comprendre et pour me faire mon réseau, parce qu'au-delà du réseau de mon père, il fallait que je me fasse connaître et comprendre, créer en tout cas le mien également. Et donc, j'intègre la société René pendant 3 ans en tant que responsable commercial de la partie traiteur. Alors, ça a été très intense, beaucoup de pression parce que, voilà, vous imaginez que gérer un service traiteur, que ce soit avec le livreur, que ce soit avec la production, que ce soit avec les clients, même si on leur donne des règles, c'est-à-dire qu'on leur dit, bon, il faut minimum 70 heures de prise de commande, ben non, il y en a qui vous appellent la veille pour le lendemain, et quand vous avez le protocole de certaines entreprises qui vous appellent parce qu'il y a une urgence, ben voilà, vous refusez pas, mais ça crée du stress, beaucoup de pression, et notamment pour les équipes qui suivent derrière au niveau de la production. Mais très contente parce que quand je suis arrivée dans le service, j'ai vu la progression sur l'année précédente. C'est-à-dire que j'ai fait presque plus de 50% du chiffre d'affaires au sein du service parce que il y avait vraiment cette volonté de faire évoluer le service traiteur, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, mais aussi fidéliser les clients, avoir un rapport avec les clients qui soit à l'aise, qui soit confiant aussi, de se dire bon, mais si je passe par le service de René, je sais que ça va être un service de qualité et ben j'aurai ma commande le jour J, quoi. Et donc j'ai fait donc toute la partie donc le développement commercial, mais aussi quand on a eu évidemment Monsieur Covid qui est passé par là, Monsieur Covid qui nous a fait très mal parce qu'on a perdu presque 70% du chiffre d'affaires parce que tous nos événements étaient annulés, tous les petits déjeuners d'entreprise que nous avions, ben voilà, a tombé à l'eau. Donc avec le gérant, je lui dis écoute, je veux pas perdre de temps, moi j'aime quand ça bouge. Est-ce que je peux aller voir ce qui se passe en production? Donc j'étais en production, on a travaillé ensemble. Je leur ai dit bon, c'est bien ce qu'on propose, mais il faut faire de l'innovation. Il faut proposer d'autres choses. Il faut proposer des salades, des plats, des pâtisseries, des choses différentes. Et on a travaillé. J'ai travaillé avec l'équipe de production. On a mis en place des recettes, de nouvelles recettes, et j'ai fait progresser aussi également la partie salée et sucrée au sein de René. On a fait des tests produits et oui, c'était super intéressant. Super intéressant. Non, mais ça se voit, ça se voit. Bon, les gens te voient pas, mais tu racontes ça avec beaucoup de passion. Euh, on va parler d'une petite partie que je trouve super intéressante. Tu essayes aussi de rentrer un peu dans le monde du documentaire. Explique-nous pourquoi et ça m'intéresse. Tu sais, Axel, moi, je prends les opportunités qui se présentent à moi. Quand j'ai eu un premier contact avec l'émission Échappée Belle de France Télévisions, ils avaient vu déjà ce que je faisais parce que dans le cadre de mon activité de chef à domicile et traiteur, où je faisais donc des émissions culinaires, notamment avec les témoins d'outre-mer sur Paris. Donc, je cuisinais en live et en même temps, il y avait un thème sur le plateau. Et ils ont apprécié mon personnage, ce que je dégageais, et ils m'ont contacté, donc l'équipe d'Échappée Belle, et j'ai été dans toute la première partie de l'émission à valoriser mon île. Donc l'émission s'appelle Guadeloupe Gourmande, que je t'invite à aller voir. Guadeloupe Totalement. Gourmande, et le but c'était de montrer déjà ma ville sur Saint-François, dont je suis originaire, et aller voir un petit peu ce qu'on a en termes de richesse, que ce soit au niveau des pêcheurs,
aller à la rencontre des pêcheurs, aller aussi montrer le pan de la cuisine indo-guadeloupéenne, j'ai envie de dire la présence indienne sur Saint-François, de par mes origines. Et on est parti aussi à Petite Terre, sur la préservation de l'environnement. Et ça a été une très belle expérience. Et en fait, quand Monsieur Delaurier et Patrick Chamoiseau m'ont contacté, il y a eu une première rencontre. Ils avaient vu déjà ce que je faisais sur les différentes vidéos. Ils m'ont dit, c'est toi qu'on veut pour notre film documentaire qui parlera de la cuisine amérindienne et notamment l'essence même de l'origine de notre cuisine antillo-guyanaise. Il m'a dit, écoute, si tu veux bien, on partira d'abord en Guyane, on fera une petite escale au Brésil et on ira voir les Amérindiens, notamment avec la fabrication du cassave, notamment les plantations de piments, les différentes boissons à base de manioc. Et j'ai dit oui, je veux y aller, je veux connaître, surtout que la Guyane, je connaissais pas. Et évidemment, on m'en parlait, mais c'était pas forcément, c'était toujours dans la peur avec les animaux, etc. Mais je me suis dit non, je veux y aller, je veux découvrir ce pays. Et j'ai été complètement séduite, quoi. Quand tu dis pays, c'est un vrai pays. C'est un pays, voilà. C'est hyper grand et c'est plein de végétation luxuriante et j'ai vraiment adoré. C'est un pays, dès lors que j'ai posé mes pieds la première fois, j'étais bien en fait. J'étais vraiment bien autour de autant de végétation et je me suis rendu compte, mais on met beaucoup en avant les Antilles, mais la Guyane a un potentiel énorme, énorme. Et même au niveau culinaire, ils ont une diversité aussi qui est riche, qui est belle. Et j'étais contente d'aller découvrir vraiment et d'être en contact direct avec les Amérindiens aussi. Ça, c'est quelque chose qui... c'était un bonheur, quoi, un bonheur de pouvoir me retrouver dans cet environnement. Donc oui, effectivement, j'ai cette étiquette, pardon, de entre guillemets, actrice de films documentaires, de reportages. Voilà. Non, mais c'est sympa. Pour parler rapidement de la Guyane est vraiment dans une autre dynamique que la Guadeloupe. C'est-à-dire que nous, on perd des habitants, eux, ils en gagnent. Donc, la Guyane, ils estiment que dans plusieurs années, ils sont peut-être 800 à 1 million, alors que nous, on perd. Donc, c'est vraiment une autre dynamique. Il y a énormément de choses à faire en Guyane. Ah oui, énormément. La Guyane est hyper sous-développée, du sens où il y a beaucoup d'opportunités, quoi. Donc, exactement. Donc, moi, sincèrement, j'ai vraiment pas peur. Oui, et puis j'ai rencontré des jeunes Guyanais, des jeunes chefs guyanais qui sont rentrés aussi en Guyane, qui ont travaillé dans différents restaurants sur l'Hexagone et qui ont vraiment cette volonté de promotionner leur cuisine. Et tu sais, moi, avec les concours de cuisine que je fais, il y a des liens qui peuvent se créer parce que je me rends compte, de toute façon, moi, tout ce qui vient des territoires d'outre-mer, tant qu'on peut mettre en avant, moi, je le fais. Donc, de toute manière, tu parles du fait de revenir. Moi, je pense que la génération de nos parents, ils partaient en France, ils revenaient pour la retraite. Mais notre génération, on voit beaucoup de personnes, soit trentenaires, ou aller à partir de 27, 28 ans, reviennent sur l'île pour apporter leur truc. Donc peut-être que la prochaine génération ne voudra plus partir. C'est ça. Et c'est surtout que le Covid a pas mal changé l'état d'esprit des gens. J'aimerais revenir sur ton concept Madras. Oui, Saveur Madras, que tu as développé en France. Donc, explique-moi un peu pourquoi tu as développé ça et comment ça s'est passé. Eh bien, en fait, c'était une mission aussi, de faire connaître la cuisine de la Guadeloupe, mais avec des origines indiennes, donc influence indienne, parce que je me rendais bien compte qu'à chaque fois que je croisais des gens, on me disait, oui, mais toi, t'es de la Réunion, t'es de l'île Maurice. Je disais, non, je suis guadeloupéenne. Et il y a réellement une cuisine qui a été apportée par les Indiens, donc en 1854, qui sont arrivés en Guadeloupe et qui, notamment le Colombo, qui est d'origine indienne. Il faut savoir que le Colombo, en faisant mes démarches, parce que je suis partie en Inde, j'ai compris que ce plat-là était vraiment tiré d'un plat qui s'appelle le Kouzambou, dans le sud de l'Inde, puis transformé par Colombo, puis Colombo, mais ça n'a rien à voir avec la capitale du Sri Lanka. Les gens pensent que c'est ça, mais en fait non, ça vient vraiment d'un plat qui est très connu dans le sud de l'Inde. Et donc, tout cet apport indien, j'avais vraiment envie de faire comprendre aux personnes, mais déjà l'histoire de ce pan de notre histoire guadeloupéenne. Et donc, d'où la création de Saveur Madras. Madras, d'où la ville de Madras en Inde. Et donc, j'ai
Et puis Madras aussi, qui rappelle ce lien entre l'Inde et la Guadeloupe, avec notamment le tissu qu'on utilise dans nos costumes, qui fait bien partie de notre patrimoine, voilà, guadeloupéen. Et donc c'était vraiment une volonté de ma part de faire connaître cette cuisine. Et donc c'était vraiment une cuisine que ma grand-mère réalise, hein, que ce soit dans les différentes fêtes indiennes, que ce soit dans les cérémonies indiennes, avec le colombo de Cabri, le dal et les différentes douceurs qu'on fait aussi dans les différentes fêtes, comme le samblani en mémoire des défunts. Donc, on a différentes douceurs aussi que je réalisais, comme le chidé à base de coco, de farine de riz, des badais à base de lentilles. Donc, tout ça, quand je faisais des buffets, je proposais donc la partie traiteur et notamment la partie chef à domicile. J'allais vraiment chez les gens et je faisais directement la cuisine chez eux. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Au-delà de ce que mon père m'a appris, parce qu'il est cuisinier, 45 ans de cuisine, 45 années d'expérience en cuisine, j'ai beaucoup appris avec lui, mais j'ai aussi beaucoup appris avec ma grand-mère d'origine indienne. Mais je me suis pas arrêtée à ça. Je me suis formée aussi dans des écoles de cuisine, notamment l'école Le Nôtre, où j'ai appris auprès de notamment des meilleurs ouvriers de France, comme Michel Roth. J'ai voulu vraiment me perfectionner, aller toujours dans cette recherche de pouvoir me perfectionner au quotidien et me dire bon ben je m'arrête pas à mes acquis, je vais vraiment et puis c'est aussi comment dirais-je, conforter, mais apporter la confiance aussi au client, se dire bon ben elle, au-delà du fait qu'elle ait appris avec ses parents, sa grand-mère, son père, mais aussi elle fait la démarche de se perfectionner. Donc vraiment pour avoir les vraies techniques de base, et puis aussi tout simplement parce que la cuisine évolue, hein, donc forcément. Voilà, donc j'ai fait ça pendant 2 ans à peu près, et je le continue aujourd'hui à travers mon blog. Donc j'ai un blog et puis aussi à travers ma page Facebook où je montre un petit peu aux différents lecteurs ce que c'est vraiment la culture indienne de la Guadeloupe. Le blog s'appelle comment? Saveur Madras, et notamment sur la page Facebook. Et aujourd'hui, je continue à aller dans les différents événements, notamment comme le Festival du Colombo. Et il y a une cohérence aujourd'hui parce qu'avec les différentes marques que j'ai créées, c'est une continuité tout simplement. Et je pense que tu as dû faire pas mal de rencontres, le fait d'aller chez les gens. ah oui. Et puis c'était surtout, bon, c'est vrai que c'était une clientèle parisienne, beaucoup. J'ai eu l'occasion aussi d'aller à Lyon, où j'ai cuisiné pour les Lyonnais. Oui, évidemment. Bon, ils sont curieux, ils savent pas que il y a des Indiens en Guadeloupe qui ont apporté cette cuisine. Donc c'était aussi cette démarche-là de faire connaître cette cuisine qui. Tu as le désir de mettre en avant les autres. Tu organises un concours depuis plusieurs années pour les chefs ultramarins. Explique-moi le début de ce concept. Tout à fait. Et voilà. Ben en fait, c'est tout simplement une continuité du travail qui a été fait par mon père. Hein. Mon père, c'est quelqu'un qui a beaucoup. Il a été, j'ai envie de dire, l'un des premiers à faire connaître notre cuisine guadeloupéenne à l'étranger, que ce soit en Louisiane, au Canada, à Paris. Où il a été vainqueur aussi de certains concours, notamment la Coupe Intersup de France. Et il a été professeur aussi, donc en pâtisserie cuisine. Donc, il a toujours ce lien avec les jeunes de faire prendre conscience à nos jeunes Guadeloupéens qu'il faut se confronter à certains concours pour se confronter, se remettre en question, faire connaître notre île avant tout et notre cuisine. Et à l'époque, il faisait la Coupe des Dom-Tom. En 2016, je lui en parle, je lui dis bon, écoute, moi, ce concours me plaît parce qu'il y a vraiment cette alliance avec les différentes régions d'outre-mer et j'ai vraiment envie de continuer ce concours, mais on va le renommer parce qu'on disait plus vraiment Dom-Tom. Et donc, du coup, j'ai appelé ce concours le Trophée des chefs ultramarins qu'on réalise tous les 2 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur parce que de pouvoir mettre en avant tous ces talents de l'outre-mer. Parce que les talents des Outre-mer, on n'a pas tout ce qui est étoile Michelin parce que bon, voilà, le guide Michelin, c'est pas dans son objectif. Pourtant, on les a déjà contactés, hein, d'aller Après, dans nos beaucoup la différentes valeur îles. qu'il aussi. Oui, en même temps, j'ai envie de te dire.
Mais il fallait qu'on continue ce travail de valorisation de nos territoires, de notre cuisine qui est belle, qui est riche. Et du coup, ben avec la création de ce concours et de la continuité des concours que mon père faisait, eh bien, le trophée des chefs ultramarins, c'est rassembler les chefs des Outre-mer en un même lieu. On l'a fait en 2016. On a eu donc Arnaud Bloquel qui était donc vainqueur de Saint-François et suivi de près par Jimmy Vibrac. Ensuite, on a fait en 2018 le concours au lycée hôtelier, le trophée des chefs ultramarins, qui a été gagné par un Tahitien, donc Warani Vaupotona. Et ben on devait faire ce concours-là en 2020 à Tahiti, parce que le but c'est d'aller dans le pays du vainqueur. Mais bon, voilà, Covid est passé par là, mais on perd pas espoir, on met tout en œuvre pour le réaliser l'année prochaine, si tout va bien. On est accompagné par le lycée hôtelier de Tahiti, qui a aussi cette ambition, en tout cas, de valoriser leur territoire. Et on fait aussi le défi des chefs. Le défi des chefs de Guadeloupe. Pourquoi on l'a fait cette année en janvier 2022? Parce que avec tout ce qu'on a subi ces derniers temps, on avait vraiment, et puis comme on a la capacité de le faire, on l'a fait avec le cœur. On a été chercher les différents partenaires, et on voulait vraiment mettre en avant nos chefs cuisiniers guadeloupéens, leur apporter la visibilité, mais aussi la partie financière, parce qu'on a eu des bons partenaires. Et cette année, ben, c'est Miguel Jean-Noël de la Remise du Pirate qui a gagné le concours. Ça se trouve à Saint-François, à Pointe-des-Châteaux. Tout à fait. Voilà. Pas loin du Colombo. Exactement. Et il nous a fait un très beau plat. Pareil, il a travaillé avec son cœur, en toute simplicité, il est aussi apiculteur de métier. Donc, il a allié le miel avec les différents tubercules qu'on a chez nous, la vanille. C'était un magnifique plat. C'était vraiment un petit jardin créole qu'il nous a présenté. C'est ce qui a fait la différence parce qu'il y avait une vraie histoire autour de son plat. Et donc, Miguel a été donc le vainqueur. Et le défi des chefs, nous, on veut le continuer aussi des autres territoires aussi. La cohérence, c'est de sélectionner le candidat qui ira au trophée des chefs ultramarins. Voilà. Parce que notamment pour la Guyane, on a eu quasi près de 10 candidats qui ont souhaité s'inscrire au trophée des chefs ultramarins pour Tahiti. Donc, on s'est dit, bon, là, il faut peut-être faire une sélection parce que, voilà, ça fait beaucoup. Et donc, toujours dans cette dynamique de mettre en avant les autres, évidemment, parce que je me rends bien compte qu'on a des talents dans nos territoires. Et si on ne le fait pas, ben, qui va le faire, en fait, finalement? Si nous, on a la capacité de le faire, si je peux continuer le travail que mon père a fait, c'est aussi habituer nos Guadeloupéens, nos ultramarins à la compétition, à montrer le potentiel de chaque territoire, de montrer notre diversité de produits. Et ben, c'est notre histoire finalement. C'est notre histoire à travers la cuisine qu'ils proposent. C'est notre histoire et c'est mettre l'accent dessus. C'est montrer que ben il n'y a pas mieux que nos chefs pour montrer notre cuisine, quoi. Que ce soit avec le fouille à pain, la patate douce, en fait tout ce qu'on a toujours eu dans nos assiettes, quoi. Et en faire de bons plats. Mais c'est aussi dans une volonté de se dire bon ben prenons ce qu'on a autour de nous, donc dans nos jardins, et faisons de belles choses. Le défi des chefs, c'était locavore, terroir guadeloupéen. C'est dire, on leur a proposé donc un panier imposé, avec pas beaucoup de produits, mais l'essentiel. On a travaillé le poisson également. Et on se rend bien compte que finalement, avec peu de produits, ils peuvent faire des assiettes magnifiques. Donc, c'est dire, ben, si aujourd'hui on n'a pas de tomates, ben, on peut utiliser autre chose. On va pas aller chercher des tomates qui viennent à combien de kilomètres. On va utiliser ce qu'on a. Et c'est ce que je faisais comprendre à nos différents restaurateurs, nos chefs cuisiniers. C'est ce que je fais aussi dans le cadre de la table d'hôte avec mon père. Ben on n'a pas le produit aujourd'hui, on va créer des recettes en fonction de ce que le jardin veut bien nous donner, ce que l'agriculteur a dans son jardin. C'est aussi ça, s'autosuffire finalement. On est dans une autosuffisance alimentaire, se dire bon ben voilà, soutenons nos agriculteurs, travaillons avec ce qu'ils ont et voilà. Une question rapide. Est-ce que c'est pas à vous de le faire? Je parle dans l'ensemble, mais si tu aurais eu l'occasion de faire, étant donné que ça cartonne actuellement, on voit sur Netflix ou à la télé constamment des émissions sur la cuisine, est-ce que je te vois même faire une émission, ensuite diffuser peut-être sur YouTube ou un truc comme ça,
sur la cuisine. Pourquoi même des groupes comme enfin, Guadeloupe Première n'a pas eu l'idée de faire ça. Même si c'est pas forcément C'est dans vrai. leur truc, mais je sais pas. À l'époque, Ou même enfin, Canadis, faire un truc. Bon, je pense que ça coûte cher, mais pourquoi pas essayer de s'arranger, pas forcément top chef, mais oui, bon, bien sûr, on a bien compté, sûr, quoi. bien sûr. Après, ça dépend de la priorité de chacun. Et nous, justement, on essaie à travers ces actions-là, c'est faire comprendre aussi à travers ces médias qu'il y a un vrai potentiel et qu'il faut mettre l'accent dessus. Nous, on a eu l'occasion de faire des émissions de cuisine, notamment mon père, mais c'est vrai que créer vraiment une vraie émission de cuisine avec nos Où on mettrait produits, nos chefs voilà, en voilà, avant, nos voilà, tout à produits, fait. parce que Oui, moi, bon, je suis un peu du monde de la restauration parce que ben, je travaille dans la restauration. Donc, quand, exemple, tu me parles d'Aromedi Pirate, moi je vois de quoi tu parles, oui, oui, mais si tu es pas du monde de la tout à restauration, fait. moi je connaissais pas l'Aromedi Pirate, je connaissais pas le nom de ces chefs-là. Aujourd'hui, quand on te parle du chef Le Riche qui est à l'intemporel, ben, si t'as pas l'habitude d'aller, fait, de connaître ça, tu sais pas c'est qui le chef Le Bien Riche. sûr. Donc, moi, bon, c'est, ok. Bon, En tout cas, nous, on est preneurs si, s'ils nous contactent quelqu'un, et on y a déjà pensé, évidemment, hein, mais maintenant, faut qu'ils soient prêts à mettre les moyens. Prêts à mettre les moyens et peut-être aussi aller chercher des partenaires privés. Enfin bon, voilà, il y a toujours des solutions quand on veut bien faire les choses. totalement. Donc, Ou alors, moi, j'ai peut-être une idée, et c'est ma prochaine question. Étant donné qu'en ce moment, tu développes Petit Chef Pays et l'atelier de Joël Kishner, peut-être que ça sera un groupe multinational, international, et avec ça, mais vous pourrez seulement ben, vous-même financer votre truc. eh ben, écoute, Axel, c'est tout Tout le le bonheur mal. que je reçois, j'ai envie de te dire. Et oui, évidemment, la création de TGFPI, l'atelier Joël Kishnin, c'était aussi dans le parcours de vie, c'est quelque chose qui s'est fait naturellement parce que comme je te l'ai dit en off, mon père était précurseur de ce projet, donc vraiment mettre l'accent sur nourrir nos enfants avec nos produits locaux. Je te coupe 2 secondes Oui, pour que je remette la timeline, oui, j'adore le contexte. oui, Ça, c'est après René. Voilà. oui, Voilà. c'est Ça, c'est après après René, René. Donc oui. là, on revient après René. Et alors que l'atelier Madras, c'était avant Saveur René. Madras, oui, c'était Voilà, avant. avant René. Donc là, on repart dans la bonne timeline et on part Oui, après René. tout à fait. Ben, après René, effectivement, j'ai créé donc mon entreprise. Donc dans l'agro-transformation, c'est un projet qui me tenait à cœur et j'étais enfin prête à créer cette entreprise avec les expériences que j'ai acquises et parce que c'est important aussi de se sentir prêt à faire les choses au bon moment. Et si j'ai un conseil à donner, justement, tous ceux qui ont des projets, prenez le temps de faire les choses et y aller quand vous êtes prêt. Évidemment, au début, on n'a peut-être pas tous les financements, mais allez-y, pardon, étape par étape et vous verrez. Mais au moins, l'important, c'est de commencer quand on est prêt et évoluer petit à petit. Et donc, comme je disais, ben, les petits pots locaux, c'est quelque chose qui me parlait forcément, puisque mon père a lancé l'idée en 2011 et on a travaillé sur le projet. Et quand j'étais aussi sur Paris, j'allais voir les différentes sociétés dans le domaine qui sont, enfin, d'ailleurs les plus gros. Hein, donc, je scrutais aussi les allées de supermarché, je regardais les différents emballages, les différents pots, je prenais contact avec les différents fournisseurs de machines, je faisais différents salons pour justement formaliser ce projet et mettre toutes les chances de mon côté et m'entourer avec les bonnes personnes. Et je me suis accrochée et puis on a créé nos recettes, on a testé, retesté. Et le moment était venu de passer de l'idée à la commercialisation. Et aujourd'hui, ben, je suis très contente d'avoir nos produits T-Chef Pays au sein des magasins, qu'on puisse accompagner les parents qui ont pas forcément envie de cuisiner pour leur enfant, qui veulent leur donner des produits sains, qui ont du goût, qui veulent les habituer à nos plats créoles dès le plus jeune âge, en respectant bien évidemment la réglementation alimentaire pour nos petits. Mais c'est aussi ça, c'est Petit Chef Pays, c'est l'image du chef guadeloupéen qui propose ses recettes élaborées. C'est un partenariat avec mon père, c'est une vraie collaboration. Et aujourd'hui, ben, on en est très content puisque on a les produits, les parents peuvent compter sur nous. Et aujourd'hui, on reçoit beaucoup d'amour de ces parents qui nous disent: «Ah, mais c'est trop bon, mon enfant, il l'adore.
on m'intercepte dans les allées de supermarché pour me dire, mais c'est trop bon, il faut proposer pour les plus grands aussi. Donc, Et le plus grand, c'est là que c'est l'atelier de alors oui, effectivement, l'atelier Joël Kichenin, on propose des accompagnements. Donc, celui qui est plus grand, qui a 1 an et plus, c'est pour les adultes, hein, évidemment. Donc, on va proposer des recettes comme le manger mêlé. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des légumes cuisinés, préparés de notre jardin créole. Quand on a une viande, un poisson, ben, c'est hyper pratique. Je sors. Alors, c'est un concept. On a des produits qui sont conditionnés en bocaux en verre. On est beaucoup en verre. Donc, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas trop l'habitude, mais c'est animer, faire connaître. Et on se rend compte qu'on a des retours très positifs de nos produits. Ce qui fait que, voilà, ben, après, c'est une communication. Il faut continuer le travail. Mais déjà, on reçoit beaucoup d'amour de nos clients et ça nous, j'ai envie de dire, c'est ça en fait. Avant tout, c'est ce qui nous fait continuer, avancer au-delà du business. C'est d'avoir le retour de nos clients et d'apporter du bonheur dans ce qu'on fait quoi aux personnes. Donc on a le manger mêlé, donc les légumes cuisinés préparés et le dal. Le dal, c'est une recette indienne de Guadeloupe, donc à base de lentilles, giromont et massalé. Et ça, on a vraiment, il y a beaucoup de coups de cœur. Je reçois des messages orgasme culinaire. Enfin bon, voilà, c'est du positif. Et on essaye de réfléchir, on essaye de trouver de la cohérence dans nos produits, c'est-à-dire vraiment apporter le côté pratique aux clients. Pourquoi ils vont faire, qu'ils vont acheter, qu'est-ce qui va faire qu'ils vont acheter les produits, qu'est-ce que ça va leur faciliter au quotidien. Évidemment, on parle de coûts. Mais on essaye d'être cohérent dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que proposer un produit juste aussi, à un prix juste, mais en prenant en compte aussi toutes les augmentations. Donc la question économique. Non, la question économique, on verra là-dedans. Mais de toute manière, Oui. je pense que même s'il y a des augmentations, la chance que les locaux ont actuellement, c'est que, vu que le capitalisme est en train de s'effondrer, en gros, la mondialisation, pas le capitalisme est en train de s'effondrer, mais bon, la mondialisation, on va dire, est en train de s'effondrer, dans le côté où les pays communiquent moins vers l'Occident. Je précise toujours vers l'Occident parce que les autres continuent à fonctionner très bien. Et, ça crée des augmentations de prix. Donc, même si aujourd'hui, je ne sais pas, un clou Bédina qui est produit, je ne sais pas, peut-être au Maroc, je ne sais pas si c'est le cas, c'est pas le cas, mais je prends l'exemple du Maroc où c'était pas cher. Le fait de le faire venir en France, venir en Guadeloupe, ça coûtait quand même moins cher que quelqu'un qui faisait ça sur place. Oui. Mais sauf que avec toutes les augmentations de prix de conteneurs, etc., la personne qui bientôt ira chez l'agriculteur du coin et fera la propre production sur place sera moins cher que. Exactement. Donc, de toute manière, pour moi, c'est tout à fait ça, Axel, et je te rejoins parce que nous, on a vraiment fait ce choix du local. Et c'est quelque chose. La production locale. Et c'est vraiment, pour nous, c'est un circuit économique qui fonctionne parce que on soutient l'agriculteur d'à côté. Notre produit, ben forcément, celui qui fait les. Pareil, on va travailler avec des jeunes Guadeloupéens qui font tout ce qui est graphique, donc pour nos étiquettes. On va également travailler avec les entreprises qui nous fournissent des bocaux ici en Guadeloupe. Donc on a vraiment fait ce choix-là et je me dis que si on veut que l'île se porte bien, ben si on arrive à travailler ensemble, ben forcément on s'en sortira face à tous ces problèmes. Si on n'est pas dépendant des autres, on va y arriver quoi finalement. C'est ça en fait. Tu sais, je me pose la question depuis un moment. Avec un parcours comme le tien, on voit que tu aimes la cuisine, mais surtout un parcours reconnu dans le monde culinaire aux Antilles. Est-ce que tu te sentais obligé de continuer le travail qu'il a initié, quoi? Alors, pour moi, ça a été naturel parce que quand mon père a commencé, j'étais assez jeune et avec le recul, en étant adulte, j'ai commencé à me renseigner sur son parcours, c'est ce qu'il avait fait. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais waouh, je pense que même moi, est-ce que j'aurais autant de vie pour faire tout ce qu'il a fait? Et je trouvais ça dommage, en fait, de pas continuer, au moins, en tout cas, d'essayer de continuer à faire ce qu'il a entrepris, parce que c'était pas une obligation, c'était plus
le fait d'essayer, en tout cas d'essayer, de voir si ça me plaît aussi. Et finalement, je me rends compte que tout ce qui tourne autour du monde culinaire me plaît, que ce soit au niveau des événements culinaires, que ce soit de la fabrication avec la gamme de produits, que ce soit quand je vais dans les ateliers avec les enfants. Donc, c'est un domaine qui me plaît et voilà, finalement, j'ai trouvé ma place. Tant Mais il mieux. fallait que je tente. Il fallait que je tente ça et voilà, aujourd'hui, j'en suis très contente. Il y a 2 jours, j'ai rencontré un ancien collègue à lui, cuisinier aussi. Il m'a dit, mais tu sais, c'est incroyable parce que généralement, les filles ne reprennent pas hein, que l'on perd, surtout dans la cuisine. Et c'est vrai, mais finalement, je me rends compte que c'était le chemin de vie que, en tout cas, que je devais prendre et Non, mais je j'en pense suis que très ton père est contente. content. Oui, je pense. Je pense qu'il est content. Non, mais c'est toujours agréable. En plus, tu sais, c'est pas. Ça fait que la relation continue toujours parce que vous avez encore toujours des choses. Même si tu as une relation, tu parles à tes parents, mais je veux Oui, dire que c'est toujours. C'est différent encore quand on doit parler boulot, on doit parler exactement. relation. Mm. C'est-à-dire que la relation est encore plus forte. Donc moi, non, sincèrement, c'est top. Tu as commencé à parler de ça quand tu parlais de René. Comment tu as vécu la crise Covid, sachant que la restauration a été touchée de plein fouet, Ah, même si tu en as déjà un peu parlé, oui. un petit résumé rapide. Ça a été très très dur hein, parce que on avait lancé en plus le concept d'atelier de cuisine avec l'atelier Joël Kichinin. Bon, aujourd'hui, c'est devenu une gamme de produits. Tout ça, ça a été aussi dans la réflexion hein, pendant le Covid. Ça a été très 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 complexe pour moi parce que moi, j'aime bien quand ça bouge et rester là, attendre, machin. Ça a été dramatique parce que on n'a pas pu faire les ateliers qu'on faisait de cuisine. On a dû arrêter la table d'hôtes et voilà, j'ai envie de dire, ça a été une période hyper difficile et notamment quand je côtoyais aussi les restaurateurs. Mais je sais même pas comment qualifier. Pour moi, c'était dramatique de nous empêcher comme ça de travailler. Voilà, Mais c'est je pense que tu es content parce que là, depuis le 1er août, oui, le pass j'ai vu sanitaire est ça. fini. J'ai dit, il était temps d'arrêter cette mascarade finalement. Donc voilà, bon, Ben, en tout cas, c'était dur. c'était hyper dur. Non, mais je comprends totalement. Beaucoup de restaurants fermés. Mm. Parce que quand un restaurant ferme, les gens pensent simplement un restaurant fermé. Non, c'est Bah oui, quelqu'un qui a fait ses économies tout à fait. qui, qui, Bon, qui là, a fermé. nous, C'est j'ai ça. envie de dire parce que nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'effectivement, on a capitalisé parce que là où on faisait nos ateliers, tout ça, c'est à nous. Mais imaginez-vous quelqu'un qui a un loyer, qui doit tous les mois verser son loyer et qui a des charges et qui a du personnel. Non, parce que les loyers, beaucoup de patrons n'ont pas payé le loyer, mais ça a été Oui, différé. mais Non, il faut le c'était payer quand même. différé, c'est Oui, ça. c'est Non, ça ça. veut dire que C'est ça. on leur a dit, l'État a dit aux propriétaires de ne pas prendre. Oui, bien sûr. Oui. Mais ça a été différé. Oui. Ça veut dire que ce que tu n'as pas payé pendant Ah un an, oui. tu vas le payer. Exactement. Donc là, Tu vas le payer. Donc, en plus, sachant que la situation de la restauration reste très dure parce que on a beaucoup de mal dans le recrutement. Exactement. Où les gens, quand tu veux recruter maintenant, les gens ont tellement peur du monde de la restauration qu'ils se disent, j'ai pas envie de rentrer dedans. Donc, Et ça, c'est pas que propre à la Guadeloupe, hein. C'est vraiment ah non, non, partout qu'ils totalement. recherchent, qu'ils ont du mal à Non, même recruter. aux États-Unis, on a vu Oui. qu'il y avait un gros souci. Même McDo, parce que McDo donnait $50 aux gens pour se présenter Oui. à En l'entretien écoute. d'embauche. Ah. Donc, non, non, le monde de la restauration a été ravagé. Mm. Là, on rentre dans ce sujet-là un peu profondément. Comment vois-tu l'avenir aujourd'hui avec une inflation et une perte de la valeur de la monnaie? Parce qu'on parle de coût, Oui. tu es dans la production. Oui, oui, tout à fait. Donc, comment tu vois ça? Eh bien, en toute franchise, j'avais été informée effectivement de ces augmentations, notamment parce que bon, malheureusement, on ne fournit pas de bocaux ici. Il n'y a pas de fabrication ici, donc forcément, ça vient de l'extérieur, bien qu'on travaille avec des entreprises ici qui nous fournissent. Mais j'avais anticipé les coûts, par rapport à ça, et quand bien même aujourd'hui, je suis juste au niveau de mes prix. Mais non, j'ai envie de dire que la solution, c'est effectivement de trouver des forces ici, en Guadeloupe, d'essayer de faire ensemble
avec ce qu'on a autour de nous. Bon, évidemment, on verra bien ce qui nous attend, mais c'est sûr que ça fait réfléchir, ça fait réfléchir. Mais pour moi, c'est essayer de garder tout autant possible notre authenticité, voir ce qu'on sait faire ici, ne pas perdre ce qu'on sait faire, peut-être revenir à l'essentiel comme nos parents faisaient, peut-être changer notre alimentation aussi, euh, manger plus sainement, comme ils faisaient avant, hein, Et beaucoup plus local. voilà, toujours sous le local et créer son jardin, essayer d'être, comme je disais tout à l'heure, en autosuffisance. C'est peut-être ça la solution, je pense, selon moi. Ah, moi, je pense que c'est la Oui. solution. De toutes les manières, je pense que Poutine l'a compris. Quand il a reçu, ils ont tout vécu sous sanction, mais quand il a reçu la première vague de sanctions en 2014, il s'importait énormément de la bouffe. Sauf que quand il a eu ça, il a beaucoup investi dans son agriculture. Et entre 2014 et 2020, oui, il est passé premier producteur mondial d'engrais azotés, de blé. Donc, 76% du blé mondial vient de la Russie. Donc, le gars, donc, aujourd'hui, quand tu fais des sanctions, c'est très intéressant parce que je regardais deux vlogs de deux Français basés en Russie qui ne se connaissent pas et qui étaient dans la ville, qui marchaient et qui montraient que la vie n'a pas changé pour eux. Il n'y a pas d'inflation, ça se passe très bien, Oui. alors que nous, on ne vit pas ça du tout comme ça. Alors que normalement, c'est nous qui, enfin, nous, le gouvernement français qui, eux, voulaient faire des sanctions, mais finalement, les Russes, ça va. Donc, non, je pense que le fait d'être autosuffisant permet de ne pas subir l'attaque de l'autre, ou en tout cas de moins avoir mal. Oui, et puis c'est aussi s'enlever aussi cette peur-là. Parce que je pense qu'on veut créer la peur chez nous. Nous dire, nous, Guadeloupéens, bon ben voilà, préparez-vous et tout. Mais non, mais en fait, on peut très bien vivre sans des choses qui viennent de l'extérieur, en fait, au final. Hein. Peut-être on nous a peut-être habitués à certaines choses, qu'il faut peut-être changer. C'est des consciences personnelles aussi de chacun, de se dire, bon ben il est temps de peut-être revenir à ce que nos parents, nos grands-parents faisaient. Après, je pense que c'est intéressant que tu parles au moment de chocolat. On va manger du Nutella, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça. Il y a du cacao en Guadeloupe. Bien sûr, il y a des chocolatiers, donc voilà. On va en manger moins, on va en manger mieux. C'est ça, voilà, exactement. Donc ça sera différent, mais je suis totalement d'accord. On sera sous la qualité, pas forcément sous la quantité, mais au moins on se portera mieux et en santé. C'est ça, voilà. totalement. Le seul truc qu'on pourra peut-être manger, c'est les bouquets. Vu le prix de l'huile. Il faudra se pencher sur peut-être une usine de fabrication d'autres choses. On a beaucoup de coco ici et d'autres fruits. On peut en faire de l'huile, je sais pas. Mais... on faire de l'huile de friture, c'est ça va être plus compliqué. Bien peut-être changer le mode de cuisson. Peut-être qu'on n'aura plus un bouquet à l'huile, mais au four, je sais pas. C'est vrai. Voilà. Donc en fait, il faut se poser les questions, se dire qu'est-ce qu'on peut faire finalement, au lieu de se plaindre, se dire bon ben voilà, on peut peut-être changer nos façons de faire, nos modes de consommer. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Non, de toute manière, l'époque va nous forcer à le faire de toutes les manières. On veut pas, c'est comme ça de toutes les manières. Autre chose, plus globalement, c'est vraiment une question plus globale, on a sur la fin de l'interview. Comment tu vois la restauration? Est-ce qu'il y a des restaurants que tu prends plaisir à aller manger? Exemple, moi j'aime bien Coligny. Oui, Alain Collinet, que j'ai été il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, et j'ai aimé cette authenticité aussi chez Alain Collinet. Il fait d'ailleurs, exactement, et il fait son propre pain. Enfin voilà, c'est vraiment, j'ai passé un bon moment. J'ai été il n'y a pas si longtemps avec mon père, on a eu un bel échange et j'ai beaucoup aimé l'état d'esprit de ce chef. Et c'est ça. Encore, j'insiste dessus, mais c'est garder notre authenticité, quoi. C'est proposer notre cuisine, la cuisine qu'on sait faire et évidemment, on retrouve pour tous les goûts. On aura de la cuisine traditionnelle qui a tendance à se perdre quand même parce qu'on cherche régulièrement un bon restaurant traditionnel qui respecte nos produits. C'est super vrai parce que ma mère m'a posé la question la dernière fois et j'avais pas en tête. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'endroits où moi je bien. Mais même moi, là, tu me poses une question
un restaurant traditionnel qui fait que des trucs locaux, Mhm. allez, à part peut-être, enfin, là, je parlais de Kouine tout à l'heure, ouais, mais même le ventif que j'aime bien, non? Alors, on est déjà sur une cuisine plus évoluée, Oui, mais même. même, je prends un exemple, même la plantation qui a fermé, mais la plantation, c'était très sympa. Il y avait du poisson local, justement, Mhm. mais on parle de 100%, moi je parle vraiment de 100%. Je ne connais pas vraiment, parce que Oui, même l'entrecôte, elle sera française, oui, elle sera pas oui, locale. bien Donc, sûr. c'est vrai que moi, je suis d'accord que la cuisine traditionnelle Oui, de la 100%, cuisine traditionnelle qu'on connaît, c'est-à-dire tu vas, tu as un fricassé de chatou, un fricassé de lambi, un colombo de poulet, un coup bouillon de poisson. Enfin voilà, c'est ça en fait. Et on a encore le goût. Et quand il vous dit que c'est poisson frais, ben il faut vraiment qu'il le respecte quoi. Que c'est oui, c'est local, eh ben oui. Parce qu'il y a pas si longtemps, j'étais dans un restaurant, on insiste avec moi, on me dit oui, c'est poisson local, et je me rends compte que c'est pas un poisson frais, c'est un poisson congelé. Alors vous le dites à ce moment-là, mais il faut respecter le client aussi, parce que tu peux pas annoncer un poisson frais et c'est pas du tout un poisson frais. Donc, il y a aussi ça. C'est-à-dire que je pense que on a encore, il y a des gens, quand j'échange avec eux, ils sont prêts à payer pour avoir des produits de qualité. Euh, et voilà, donc après, c'est un respect mutuel, hein, si on respecte le client. Et puis, il faut aussi que le restaurateur soit prêt à faire la démarche d'aller voir son pêcheur, d'aller voir son agriculteur, mais au moins, il propose des produits frais et bons, quoi. C'est, même s'il met un peu plus cher, mais on sait que, voilà, tu vas passer un bon moment et tu sais que tu vas avoir le goût dans ton assiette. Voilà. oh, dernière question. Comment tu vois l'avenir de la Guadeloupe? Alors, euh, comment je vois? Bon, après, ben, j'aurais espéré. Alors, évidemment, il y a des jeunes qui partent faire leurs études, comme moi, je suis aussi partie faire mes études. J'ai envie de leur dire, revenez, revenez avec vos idées, revenez avec cette volonté de faire évoluer notre île. On est dans une île, donc forcément, ben, il y a aussi ses bons et ses mauvais côtés, mais je crois en cette île, je crois en nos jeunes, je crois à ceux qui sont revenus au pays, qui ont la volonté de créer, de faire les choses. Et plus il y en aura, ben, plus ça va créer cette dynamique et d'évolution de notre île. Mais j'ai envie de dire aussi, gardons notre authenticité, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour un chanteur, un artisan, gardez votre langue créole, gardez votre authenticité parce que c'est ce qui va faire que ben on sera nous, on va garder parce que à l'heure de la mondialisation, ben on se rend compte que on veut nous faire avoir une planète qui se ressemble, mais en fait non. Quand il y a un client, un touriste qui vient chez nous, il vient pourquoi? Pour connaître notre culture, notre cuisine. Donc ça, il faut qu'on la garde, il faut même si les choses évoluent, mais il faut qu'on garde cette Authenticité. authenticité et c'est ce qui va nous sauver, je pense, à ça. C'est, Voilà. Et il faut c'est pas avoir peur de se dire, ben on fait comme nos grands-parents, parce que évidemment il y a l'évolution, mais on se rend compte que la modernisation c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc en tout cas pas pour tout. totalement. Donc Totalement. Et puis, il y a des choses aussi où on a l'impression que c'est de l'évolution. Mais bon, c'est pas tant de l'évolution hum, que ça. Je prends un exemple banal. Euh, je pense que je prends une épisode sur ça, mais la voiture électrique, hum, où c'est pas plus propre que le, le pétrole, quoi. oui, Le pétrole, c'est pas propre, mais ça, c'est pas propre non plus, parce que ben, il y a pour aller récupérer les minéraux, oui, ben, il y a des enfants qui sont dans des pays en exactement. Afrique comme au Congo, tout Hum, ça. Donc, voilà, donc l'ancien temps, finalement, on évolue, mais quand on regarde, on n'évolue pas si rapidement que ça. hum. Alors oui, dans certains domaines quand même, exemple Internet, en train de Oui, dire, on est passé de oui, allumer son modem qui crie, c'est qui fait sûr, le c'est bruit sûr. à la Oui, 5G. C'est sûr que ça a évolué, c'est vrai, mais voilà, il y a encore beaucoup de choses de l'ancien temps qui peuvent toujours fonctionner aujourd'hui. voilà. Je suis d'accord avec toi que le côté traditionnel, sur certains points en tout cas, Oui, ben, c'est ce qui fait notre force de c'est toutes les ça, manières. exactement. Donc voilà. Il faut qu'on ait envie de garder cette tradition
Et j'ai vu sur les réseaux récemment des jeunes qui ont lancé le concept de Cinoball. Alors, ils ont un joli présentoir comme nos anciens faisaient. Et tout ça, c'est des choses, moi je trouve ça super de pouvoir garder ça, de présenter ça dans les différents événements, que ça soit encore présent parce que ça fait partie de notre tradition. Et si on peut évoluer comme ça, ben moi je trouve ça merveilleux Bien sûr, d'avoir avoir le côté évolué, mais toujours garder les traditions. mm, Je pense que ça peut mm. typiquement bien fonctionner comme C'est ça. ce qui fait Donc, notre force et c'est ce qui fait aussi un socle commun aussi. voilà. Et ça fait partie de notre histoire. C'est nous en fait. Et je me rends compte, bon, je parle de la musique parce que je m'y intéresse aussi. Les chanteurs qui percent aujourd'hui, c'est parce ils gardent leur authenticité, leur langue. Ouais. Par Non, mais exemple, j'ai réfléchi au plus leur façon profondeur. de faire, on voit un petit peu comment les Africains arrivent à percer aujourd'hui parce qu'ils ont gardé ce côté authentique. Et Kassav nous l'a montré en parlant créole, en chantant créole. Bon, évidemment, on a eu des jeunes chanteurs qui ont voulu parler en français, qui ont voulu chanter en français. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on va avoir, ben, tout le monde peut parler, peut chanter le zouk. Mais au final, ça vient de chez nous. Et que Totalement. si on avait gardé cette langue créole, Non, mais je suis totalement d'accord, surtout que moi j'aime beaucoup la musique nigérienne. mm, Ben oui, les Nigériens, ils s'éclatent énormément. On l'a vu avec Sike mhm, depuis plus d'un an. Et Davido, tout ça, ça fait un moment que oui, ces gars-là sont là. Rema, qui était là pour leur Déine. oui, Tous ces gars-là sont là depuis des années. Donc oui, totalement. mm, Et, après, ils ont aussi beaucoup un concept où ils se soutiennent énormément mm, entre eux. Même si les Antillais ont commencé ça. Mais je suis d'accord, on voit Kalash qui a son tube, Tombolo. Tombolo, c'est pas en français. Donc, et oui, ça marche. et ça marche. Donc oui, je suis d'accord qu'il faut, il Oui, faut trouver mm, il faut trouver le juste équilibre afin de pouvoir toucher d'autres communautés, quoi. Ou alors, aujourd'hui, il y a le sous-titre qui existe pour chanter créole et mettre un oui, sous-titre soit en complètement, anglais ou bien soit en sûr, bien français. sûr. Donc voilà, moi, je suis totalement Vraiment. d'accord. Merci à toi. Merci Axel de m'avoir reçu. Ben, c'était un plaisir. Sincèrement, j'ai beaucoup Moi appris. Et aussi. puis, ben, de toute manière, je mettrai ça comme d'habitude en publication. Donc, ton blog, pour qu'on aille Saveur Madras. Oui, Merci. oui, Voilà, ouais, apprendre. oui. Et puis, ben, moi, je te souhaite bon courage Merci. pour l'entreprise. Tu travailles pas mal dedans, donc j'espère que ça va cartonner. Merci à toi. Le petit chef pays, l'atelier Joël Kirchner, Krishna. et que le travail de transmission va continuer. Merci à vous de suivre cet épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre des likes, de partager. Et on est disponible sur tous les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter et LinkedIn. Donc voilà, allez, prenez soin de vous.